réseau de distribution est surtout présent au niveau local, comme nous l'avons annoncé dans la seconde partie. Ce réseau est constitué d'entrepôts de quartier et de gestionnaires des différentes catégories de produits en liaison d'une part avec les habitants pour cerner les besoins courants, les habitudes locales ainsi que les commandes spéciales, et d'autre part avec les gestionnaires nationaux qui supervisent l'ensemble de la coordination ainsi qu'avec la possibilité de contacter tous les sites de production. Le logement est affecté par un service en liaison directe avec la bourse des activités selon le nombre d'occupants du foyer, ce qui signifie des modifications fréquentes d'affectation entre la variation du nombre d'occupants et la migration possible en France des foyers. Les ressources de quartier, en plus des lieux de loisirs, terrains et salles de sport, de musique, de spectacle, sont un palliatif efficace à la taille au plus juste des logements affectés aux foyers de quartier. Des bureauthèques, bibliothèques remplacent des bureaux dans chaque logement. Des chambres d'hôtes remplacent les chambres d'amis absentes des logements, chambres qui resteraient souvent vides. Des salles self-restaurant évitent d'avoir des salons salle à manger surdimensionnés dans les logements pour de rares réceptions. Des salles de stockage avec compartiments sous clé remplacent des caves peu agréables. Des moyens de transport affectés localement par le réseau national de transport. La relation de voisinage dans l'esprit de fraternité est le lien nécessaire entre l'individu et la société. Sans être une obligation de contact permanent, elle nécessite le maintien d'un réseau de voisins d'une part selon les affinités des uns et des autres, ou d'autre part en se partageant une prise de contact respectueuse avec les voisins volontiers solitaires. Ce réseau permet la discussion au niveau local des choix politiques de niveau national. Ça permet d'apporter des éclaircissements pour certains ou de demander l'intervention de gens compétents pour expliquer ce qui ne se comprend pas localement. De même, ces contacts locaux permettent d'aider des citoyens qui seraient dans des difficultés de santé physique ou psychologique dans la mesure des ressources locales, ou sinon de faire appel aux personnes compétentes qui, elles, auraient du mal à prendre connaissance de toutes les personnes en difficulté de leur région. On peut aussi avoir des relations de voisinage numérique, c'est-à-dire entre personnes qui partagent un même pôle d'intérêt et qui peuvent ainsi assurer le même rôle que des voisins de quartier dans la limite de ce qui est exprimé sur le numérique, car avoir des sessions ne suffit pas à constater certaines difficultés de son vis-à-vis. Enfin, il reste des propositions qui ne constituent pas une obligation de présence locale, mais auxquelles il faut pouvoir entamer une action en réponse parce qu'ils ont un fort impact local. Ce sont, première proposition, le traitement de la folie. L'incitation à éduquer ses enfants avec amour leur évite de se perdre dans un isolement ou face à des comportements perturbants qui leur rendent confus le pourquoi de leur existence et ainsi basculer dans une certaine folie ou dans une vie très fruste. La relation de voisinage évite elle aussi l'isolement involontaire et la perte de raison qui peut s'ensuivre en ressassant toujours la même facette problématique d'une question. Évite aussi le suicide ou des comportements agressifs sporadiques. Reste la folie douce et la folie furieuse. Peut-être la première peut être soulagée via la relation de voisinage, en reprenant l'attitude de jadis qui consistait à accueillir les simples d'esprit qui déambulaient dans les villages et à les accompagner de voisin en voisin. Mais comme pour la folie furieuse, il faut avant tout que les personnes compétentes commencent par s'entendre entre elles, ce qui, on a pu le constater, n'a pas été un long fleuve tranquille tout au long de l'histoire de la folie, et qu'elles indiquent les meilleures voies pour gérer ces problèmes. La balle est dans le camp de ces personnes compétentes. Deuxième proposition, le traitement de l'incompétence. Quoi de plus agaçant que d'avoir affaire à une personne dotée d'une autorité de position et qui impose une réponse, une conduite, une sanction, etc., qu'on ressent comme manifestement inadaptée. Et le comble est atteint quand c'est sans un mot d'explication et sans recours possible. Déjà, nous avons précisé en introduction qu'on n'acceptait plus l'autorité d'opposition. Donc ce cas ne devrait pas se produire. Mais il y a plusieurs formes d'incompétence. Une personne peut être incompétente parce qu'elle n'a pas la formation ou l'instruction suffisante, parce qu'elle n'est pas à la bonne place,
elle n'est pas faite pour ce à quoi on l'a autorisée, parce qu'elle a une connaissance obsolète, parce qu'elle ne sait pas user de coopération avec ses pairs pour améliorer sa compétence. Et le pire, quand la personne est persuadée qu'elle est excellente. Pour pallier à ça, il existe des solutions. Parfaire une formation, recycler la personne sur une autre voie d'activité, permettre à la personne d'acquérir d'autres compétences en parallèle, etc. La personne incompétente n'ayant plus à craindre un déclassement ou ce qui revient au même, le chômage, elle sera sans doute plus ouverte à envisager son évolution. Mais avant tout, c'est à la phase initiale de validation de la compétence qu'il faut peut-être revoir les choses. S'il y a une phase d'instruction théorique sur une période variable, le temps que la personne assimile bien les concepts, les démarches, etc., on fait suivre une phase de mise en condition avec des collègues expérimentés ou en parallèle en alternance, et que ce sont ces collègues qui valident la compétence et non pas des séries de QCM et un oral de quelques dizaines de minutes sur quelque aspect de la compétence, alors on aura sans doute progressé. Le fait d'appartenir à un réseau de coopération où la compétition n'existe plus favorise l'échange d'informations et l'auto-formation des groupes. Et pour éviter que quelqu'un se fourvoie dans une filière qui finalement ne lui convient pas, des expériences in situ au cours de la scolarité ou avant d'entamer la formation initiale, car il vaut mieux éviter de présenter une dissection à un adolescent qui n'est pas prêt à un tel spectacle, tout comme ne pas l'envoyer creuser une tranchée de 50 mètres à la pioche et à la pelle, ce qui ne présente guère d'intérêt. Mais là aussi, il faut que les maîtres de stage soient pédagogiques et compétents pour éviter l'effet inverse de dégoûter quelqu'un à qui cette activité aurait parfaitement convenu. Enfin, pour reprendre l'exemple initial, il n'est pas exclu que malgré tout, quelqu'un n'ait pas affaire à quelqu'un d'incompétent. On évitera l'erreur de diagnostic due à des conditions où la fatigue, l'incompréhension, etc. ait pu faire partir en vrille une entrevue et où l'incompétence n'a rien à voir. Il faut qu'une personne qui a le sentiment d'avoir affaire à de l'incompétence ait un recours, soit à une autre personne compétente locale, à qui elle peut exprimer son sentiment, soit au Centre national de contrôle comme nous l'avons vu dans la seconde partie. À partir de là, ce sera à la personne compétente contactée ou au CNC de donner suite à cette requête et en fin de processus de remettre une réponse à la personne qui pense avoir subi les effets d'une incompétence. Bien sûr, il ne faudra pas que se mettent en place des comportements corporatistes qui couvrent une quelconque incompétence, mais ces comportements seraient contraires à une attitude fraternelle. Soit la personne compétente contactée sur place a les moyens de confirmer ou d'infirmer l'incompétence signalée, soit elle peut à son tour contacter le CNC qui a tout moyen pour enquêter. Les solutions que nous avons listées ci-dessus peuvent être une partie de la solution. Un problème peut subsister si on est dans des limites de compétences d'un domaine, auquel cas personne ne peut apporter une réponse sûre. C'est au PNT concerné en collaboration avec le CNC, voire avec un appel à tous les citoyens pour ce qui peut les concerner, d'examiner si une réponse peut être apportée ou non. Nous avons à présent fait le tour de ce document. D'autres vidéos, comme le logement, sont à votre disposition pour une présentation plus en détail et nous vous invitons à les visionner. Vous pouvez aussi consulter le registre des controverses sur le site torrederivantes.org et y apporter votre contribution. Nota bene, le site est bâti sur la discussion d'une société fraternelle. Vous pouvez apporter des éléments complémentaires, mais aussi des éléments remettant en cause certaines propositions, avec des arguments bien sûr. Des dénégations à l'emporte-pièce ne seront pas acceptées, de même que des compliments admiratifs. Vous pourrez constater qu'il n'y a pas de système de comptabilisation des avis pour ou contre, car c'est un site qui présente des propositions et leurs inconvénients éventuellement, mais ensuite c'est à chacun de faire sa réflexion. L'opinion générale n'a pas sa place sur ce site. Vous pouvez aussi mettre en place une nouvelle relation de voisinage et y faire vivre l'esprit de fraternité, tout en restant dans ce système capitaliste, car il faut bien survivre, mais sans lui apporter une quelconque contribution qui lui donnerait des arguments pour se justifier.
Compter sur l'effet boule de neige de cette attitude, c'est tout ce qu'on peut espérer dans un premier temps, tellement ces propositions sont incompréhensibles par les médias et les réseaux sociaux, et tellement sont grandes les divergences entre les groupes sociaux, et en leur sein même, tellement sont nombreux les groupes de pensée antagonistes, les juxtapositions d'individus simples porteurs de slogans stéréotypés, et les individus à la dérive. Alors pour quel aboutissement d'un tel projet ? Si un jour tout le monde est convaincu de sa faisabilité, parce qu'il en aura discuté tous les aspects qui le concernent, qu'il aura éventuellement fait apporter les modifications ou les ajouts qui lui auront paru importants, alors pas besoin de manifestations à n'en plus finir, pas besoin de grève générale, pas besoin de révolution, l'État non plus des institutions, mais nous, les citoyens. Donc l'État appliquera simplement à l'instant les propositions qui auront été validées et où chacun connaîtra sa place.